Égyptologue, en fait, ça consiste en quoi? Et t'as déjà ouvert des sarcophages? Il y a toujours un peu cet imaginaire des aliens qui ont construit les pyramides. Est-ce qu'il y a vraiment des pièges dans les pyramides? J'ai eu peur une fois. Salut, je suis le docteur Jean-Guillaume Pelletier, je suis égyptologue, spécialiste des divinités égyptiennes anciennes et de l'écriture hiéroglyphique. Et je vais te présenter mon métier à travers les différentes questions qu'on va me poser. Égyptologue, en fait, ça consiste en quoi? Alors, égyptologue, c'est un mot un peu bâtard. Hein. Ça veut tout et rien dire. En gros, c'est historien, archéologue, épigraphiste, linguiste. Donc, c'est assez intéressant parce que finalement, c'est un métier touche à tout. C'est quoi la différence entre archéologue et égyptologue? C'est simple. Égyptologue, c'est un historien qui traduit les textes, qui analyse la document pharaonique en tant que source épigraphique ou source en soi. Tandis qu'un archéologue, c'est celui qui creuse le terrain, qui ramène ces sources qui sont ensuite destinées aux historiens, donc aux égyptologues. J'ai essayé de faire l'archéologie, c'est très intéressant, mais par contre, c'est pas du tout mon domaine et j'aime pas trop me salir. Donc toi, tu restes propre derrière. C'est ça, voilà. j'ai creusé là. Quelle a été votre plus grande surprise ou même découverte que vous avez pu faire? J'ai découvert des textes sur l'obélisque de la Concorde, des textes liés au pharaon Ramsès II, des textes cachés, cryptiques, qui mettent en avant une propagande du roi pour montrer qu'il était bien divin, propagande qui était destinée à la noblesse pour éviter qu'il y ait un coup d'État. Vous êtes capable de lire des choses si vous voyez des choses écrites en Tout à fait. hiéroglyphes? Moi, je sais lire beaucoup de langues hiéroglyphiques, mais pas toutes. Je sais lire l'ancien, le moyen, le néo-égyptien et un peu de ptolémaïque, mais le démotique, qui est la dernière langue pharaonique avant le copte, je suis incapable de la lire. C'est vraiment pas mon domaine. Mais en même temps, c'est 3300 ans d'histoire et de langue, et c'est comme si quelqu'un, on vous disait, voilà, vous êtes français, vous savez pas lire le latin. Pourtant, c'est votre langue première. Je veux dire, on parlait latin au 1er siècle après Jésus-Christ. Imagine là, si je te trouve des images, par exemple, de Lara Croft ou quoi, tu peux essayer de lire ce qu'il y a écrit? On peut essayer, ouais. J'en ai un, Assassin's Creed. Oui, alors, celui-là, je le vois partout. Hein. Ah ouais? Alors, là, je peux pas le lire d'un coup parce que il manque tout le bas de la colonne. Hein. D'accord, ok. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit hein, qu'ils ont rajouté exprès le logo des assassins qui n'existe pas en hiéroglyphe. Oui, bien sûr, ouais. Évidemment. Mais après, il y a certains hiéroglyphes qui, en effet, veulent dire quelque chose. Il y a le mot naine, les bras et le signe des vagues, qui veut dire ne pas, qui est une négation. Ici, vous avez le mot toute, qui veut dire image, comme dans Toutankhamon. Toutankhamon, ça veut dire image vivante d'Amon. Bah attends, je t'en montre un de Lara Croft. Allez. Là, par exemple, là, c'est global, c'est pas coupé. Ça veut dire quelque chose ou... Non. Ça veut rien dire. Alors, ici, c'est marrant parce que je vois exactement d'où ça vient. En fait, ça vient du Tomb Raider 1, mais Unfinished Business, c'est-à-dire le DLC, le contenu supplémentaire par rapport au jeu. Et comment je le sais? Parce que vous avez un smiley parmi les hiéroglyphes. Tu t'y connais en jeu vidéo? Je le connais par cœur. T'es passionné. J'en teste une dernière. C'est pas hyper lisible, mais... Alors, c'est toujours le même jeu, hein, c'est Unfinished Business. Mais alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que les cartouches que l'on a là, certains ne fonctionnent pas, mais d'autres fonctionnent. Ici, vous pouvez avoir Seti Meremta, qui est en fait le nom de pharaon de Séti Ier, le père de Ramsès II. Et c'est toute une image qui veut dire ça? Voilà, en fait, c'est assez compliqué parce que vous avez l'image du dieu représenté ici qui vaut pour le hiéroglyphe 7, les deux signes verticaux qui sont des I, donc ça fait Séti. En dessous, vous avez le canal qui fait mer, qui veut dire aimer, et en haut, vous avez le P, T et H qui veut dire ta, et c'est le nom du dieu des artisans. Ptah. Et donc ça fait Seti Meremta, ça fait donc Seti, l'aimé du dieu Ptah. Ok, c'est ouf. Voilà. En une image quoi. Et il y a toujours un peu cet imaginaire des aliens qui ont construit les pyramides et tout. Il y en a qui disent que oui, les pyramides c'est forcément construit par les extraterrestres, qu'on peut plus les construire maintenant. L'idée que les Égyptiens ont forcément une aide venant de l'extérieur, les aliens, pour construire les pyramides, je trouve que c'est très insultant vis-à-vis de l'être humain, parce que l'être humain est capable de choses absolument incroyables. Certains pensent que non, l'être humain est nul, l'être humain est mauvais, et il faut forcément une technologie alien, une ressource alien pour faire quelque chose de grandiose. Quand on compare avec des architectures plus récentes, monde grec mais aussi monde médiéval, on a des cathédrales comme Notre-Dame qui ont été construites, il n'y a pas eu pour autant d'aliens qui ont fait ces édifices alors qu'il n'y avait pas d'électricité, pas d'autres technologies, pas de laser pour faire les sculptures. J'ai même eu certaines théories complètement farfelues, les statues sont trop belles pour avoir été sculptées, elles sont forcément moulées, donc ils imaginent qu'on fait fondre la pierre dans des énormes moules pour créer des statues pharaoniques. Pas du tout. On a toutes les représentations de ces activités de sculpteurs dans les tombes pharaoniques, qu'il s'agisse du Moyen ou du Nouvel Empire. Et le problème, c'est que certaines personnes, comme certains chanteurs que je ne citerai pas, qui disent que les pyramides sont des centrales électriques, que ce sont des vaisseaux spatiaux. Bref, c'est le Wakanda, comme il avait prononcé, mais pas du tout. Vous pouvez brancher ce que vous voulez dans une pyramide, votre téléphone, il sera jamais rechargé. Et il n'y a pas de vecteur d'énergie. C'est des tombeaux dans lesquels il y a un pharaon qui est enterré dans un sarcophage. Et cette forme, c'est pour rappeler la butte primordiale qui permet
permet au souverain de pouvoir ressusciter dans l'au-delà. Mais est-ce qu'on a connaissance de comment on a fabriqué les pyramides? Depuis 2019, il n'y a plus de mystère. Déjà au début du XXe siècle, 1902-1903, je ne sais plus précisément la date, c'est ce qu'on appelle la chaussée de Mirghissa. C'est une immense rampe qui a été découverte à proximité d'une cataracte du Nil, une rampe recouverte de limon qui, une fois mouillée, était glissant. Et ça permettait de faire glisser les bateaux. Et donc, par ce procédé, on comprenait dans les reliefs comment les Égyptiens faisaient pour glisser des blocs sur des rondins de bois recouverts de terre. Le limon, c'est comme de la glaise. Et quand vous le mouillez, ça a un taux de glisse équivalent à la glace. Et enfin, le dernier élément a été découvert par le docteur Yanis Gourdon. Lui, il travaille dans le site de Hatnoub, qui sont les anciennes carrières de calcite. Et là, il a découvert une rampe qui permettait de faire remonter de la fosse des énormes blocs de calcire. Donc, c'est une pierre cristalline. Et la rampe était vraiment très, très pentue. Et il a creusé à côté. Il s'est rendu compte qu'il y avait des escaliers et des trous de poteaux. En fait, les Égyptiens, pour faire monter des blocs avec des rampes très élevées, ils mettaient des poteaux, ils mettaient une corde par derrière le bloc et certains tiraient vers le bas pour remonter le bloc et d'autres tiraient vers le haut pour faire en sorte qu'il ne dévie pas. Et donc, la seule chose qui reste, c'est est-ce qu'ils ont utilisé une rampe droite pour atteindre le sommet de la pyramide ou au contraire une rampe hélicoïdale? Moi, j'ai une question par rapport aux récentes découvertes, je mets des guillemets parce que voilà, sur de l'équipe italienne en dessous du plateau de Gizeh. Voilà, moi je suis curieux parce que je trouve comment ils décrivent l'expérience est très waouh, qu'est-ce qu'ils font? Et après, sur en effet, comment l'égyptologie se positionne par rapport à tout ce qui est voilà, annoncé et quel est votre point de vue? Alors moi, je suis directeur du Cercle Pétrarque, président du Cercle Pétrarque, qui est une association de protection des données des mondes anciens. J'ai fait une tribune pour expliquer que c'est de la fraude. Ils ont annoncé quelque chose qui était complètement faux. Ces gens se sont réunis et au début, ils avaient publié un article scientifique en expliquant que dans la pyramide de Khéops, il y avait des pièces cachées et notamment, il y avait 5 tombeaux non découverts et je crois 18 pièces qui n'avaient pas été identifiées. Sauf qu'il y avait la mission en parallèle Scan Pyramide qui elle est allée sur le terrain parce que eux non. Et ils ont découvert en effet 2 pièces. Sauf que quand on compare les données qui ont été confirmées ensuite par l'exploration de la pyramide par l'équipe Scan Pyramide, sur le schéma qu'ils ont proposé ces 2 chercheurs italiens, ils n'étaient pas indiqués ces pièces. Donc on se dit bah déjà voilà ça fonctionne pas. Donc vu que ça marchait pas, ils se sont reportés sur une autre pyramide qui est la pyramide de Képhren et ils ont commencé à dire qu'il y avait des cylindres sous la pyramide, des cylindres de 648 mètres de profondeur, analysés avec des radars ou le sonar. Et alors c'est très intéressant puisque il y a un professeur de l'université de Denver, excusez-moi, qui est spécialiste de cette technologie, qui a expliqué que en fait non, en mer on peut aller profondément avec des radars, mais parce que c'est de l'eau. Pour la pierre, on peut pas faire ça. On peut aller à quelques mètres de profondeur. Et je crois que du coup, ils essayent de contrer cet argument en disant qu'ils utilisent la résonance après, qu'ils font le retour. Tout à fait. Alors ils disent qu'ils font le système de la résonance, sauf qu'ils ne sont jamais allés en Égypte et ils n'ont jamais utilisé leur matériel sur le terrain. Plein de rumeurs à propos de Cléopâtre, mais pourquoi elle a été tant connue? Enfin, qu'est-ce qu'elle a fait? Cléopâtre, c'est une légende. Elle a vraiment marqué l'histoire. C'est une reine ptolémaïque, donc d'époque gréco-romaine. C'est la dernière reine lagide, c'est-à-dire la dernière pharaon. En fait, c'est son fils qui était normalement qui devait devenir pharaon. Elle a pris la lumière. Elle a pris évidemment l'autorité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle-même se faisait, à la fin de son règne, pour se légitimer aux yeux du peuple égyptien, elle se faisait passer pour une Isis incarnée, la déesse Isis incarnée en elle. Alors elle est surtout connue parce qu'elle a réussi à séduire les plus grands, Jules César tout d'abord, puis ensuite Antoine ou Marc-Antoine, jusqu'à son fameux suicide. On dit souvent oui, elle s'est fait mordre le sein. Non, elle s'est empoisonnée, elle s'est suicidée tout simplement. Et en fait, cette reine a marqué les esprits même après la mort. Elle était brillante, elle savait lire et parler plusieurs langues, elle n'avait pas besoin d'interprète et finalement les Romains l'adoraient comme la détestaient. Et en fait ce qui est intéressant c'est que Cléopâtre, elle est restée dans la mémoire collective jusqu'à nos jours par le monde médiéval qui n'hésitait pas à écrire les histoires de femmes célèbres dans l'Antiquité, par aussi Shakespeare qui a écrit Antoine et Cléopâtre. On a beaucoup de tableaux qui représentent Cléopâtre parce qu'elle était connue dans la littérature classique et je suis sûr que même vous connaissez Cléopâtre alors que vous n'avez jamais lu de texte hiéroglyphique la concernant. Malheureusement, il y a eu un épisode Netflix qui a été désastreux pour la recherche puisqu'on a représenté Cléopâtre avec la peau noire, et ce qui est complètement faux. À un moment donné où tout le monde se disait en fait elle aurait pu être noire ou elle était noire. Tout ça, ça vient d'une histoire, ça vient d'une mention par Cicéron qui détestait Cléopâtre et il l'appelait l'Égyptienne. Et donc pour certains, ça voulait dire qu'elle était africaine. En effet, elle vit l'Égypte, c'est en Afrique, donc oui, mais elle n'était pas noire de peau. Pourquoi? Parce que les Ptolémées se marient tous entre frères et sœurs. Donc il y a eu beaucoup de consanguinité, sauf que Cléopâtre
Cléopâtre et son frère, eux, sont issus du pharaon qui était donc d'origine grecque et d'une concubine. Et alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que Jules César et Marc-Antoine n'auraient jamais eu de relation avec une dame à la peau noire parce que c'est la couleur des esclaves dans l'Antiquité. Exactement. Donc, ils pouvaient pas. Vous avez un anneau. C'est quoi l'anneau? Alors, l'anneau que j'ai autour du cou, ça n'a rien d'égyptien ou d'égyptologique. Je suis un geek. J'adore les jeux vidéo. Lara Croft, Tomb Raider, ça m'a confirmé dans l'égyptologie. Et je suis fan d'un personnage qui s'appelle Nathan Drake, qui est un aventurier archéologue, qui est dans le jeu Uncharted. Et il a ce fameux anneau qu'il a dans tous les jeux, qui lui permet de découvrir des trésors. L'anneau, il est génial parce qu'il y a marqué Sic Parvis Magna, qui est la formule de Nathan Drake, et qui veut dire la grandeur vient des débuts modestes. Et t'as déjà ouvert des sarcophages du coup? T'as déjà vu comment Moi, c'était? non. Je m'occupe pas de tout ce qui est momie, de tout ce qui est sarcophage. Déjà, un, ça sent mauvais. Et deux, c'est quand même dangereux. Si vous faites des micro-coupures, vous pouvez vous empoisonner. C'est quoi la situation la plus intéressante ou on va dire atypique que vous avez croisée dans votre métier? J'ai eu peur. Hein. Une fois, je faisais le relevé des inscriptions dans les tombes royales de Tanis. Et un jour, j'étais seul. Comme j'aime pas trop être dans les tombes tout seul, j'écoutais de la musique. Vu qu'on travaille plusieurs heures dans ces tombes, on fait des pauses, mais on travaille malgré tout à peu près 6 heures à l'intérieur. Il y a plusieurs sarcophages, dont un qui a un énorme trou. Et on m'avait dit, fais attention parce que parfois, il y a un cobra qui niche dedans. Et donc, un jour, j'avais oublié de charger mon téléphone. Donc, j'avais plus de batterie au bout d'une demi-heure. Je dis, bon, il me reste 5h30. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler. Donc, je continue et je commence à dessiner. Et là, je sens qu'on m'observe. Et j'étais tout seul. Et donc, je m'arrête et je me retourne. Et derrière un sarcophage, je vois une forme humaine debout face à moi qui me regardait. Et là, sur le moment, ça a duré une microseconde. J'ai fait, qu'est-ce qui se passe et tout? C'est qui ce type? En fait, c'était juste qu'il y avait un rayon de soleil qui passait par l'une des ouvertures de la tombe et qui se projetait sur un relief qui représentait le dieu Osiris debout. Et en fait, c'est juste un effet d'optique, un effet de jeu de lumière. Et donc, j'ai vite compris, mais je suis reparti et j'ai dit à mes collègues, j'ai eu peur, il s'est passé ça, ils sont tous moqués de moi. Après, j'ai demandé à ce qu'il y ait quelqu'un avec moi pour les prochaines fois. Mais il n'y a pas de fantôme. Est-ce qu'il y a vraiment des pièges dans les pyramides? Et oui et non, ce ne sont pas vraiment des pièges. Ça a été considéré comme des pièges par certains, notamment dans les tombes royales, où finalement les tombes, vous descendez, puis après vous avez une espèce de précipice qu'il faut passer au-dessus pour pouvoir atteindre ensuite la salle du sarcophage tout au bout. Et donc certains disaient oui, ce sont des pièges, les gens tombent dedans. En effet, ça peut servir à ça. Mais ça servait surtout lorsqu'il y avait des pluies, à faire en sorte que la boue ne tombe pas dans la tombe. Que ça inonde pas. Exactement. Ok, d'accord. Par contre, dans les pyramides, c'est à partir de l'ancien empire, 4e dynastie, on a des herses, c'est-à-dire des murs de pierre qui sont alignés, en général il y en a 3, 2 voire 3, qui permettent de bloquer l'accès aux pilleurs de tombes et donc de protéger les trésors à l'intérieur. Okay. C'était assez facile de détourner les pièges. Les pilleurs sont sympas, sont très intelligents en disant on a une pierre qui est là, il suffit de faire le tour et on creuse à côté. À peu près toutes les pyramides d'Égypte ont été pillées. En gros, c'est un appel en disant le pharaon était là, il y a de l'or à l'intérieur. Vous savez que les architectes font tel piège ou telle herse pour bloquer. Du coup, vous tournez autour et vous faites pareil. Vous creusez, vous y arrivez. Quand on parle d'Égypte, donc il y a la magie et tout, comme on disait, mais il y a pas mal aussi de malédictions. Genre on parle de la malédiction de Toutankhamon, par exemple. Alors, la malédiction de Toutankhamon, c'est un fake. Hein. C'est vraiment. On appelle ça du marketing. D'accord. En fait, on crée une espèce d'aura un peu mystérieuse, sorcellerie, pour faire venir les gens et créer une légende autour de cette découverte. Mais la malédiction de Toutankhamon, il y a eu quelques décès en effet au tout début. Mais Howard Carter, qui a découvert la tombe de Toutankhamon, il est mort à un très bel âge. Hein. Donc il n'y a pas de souci, ça n'a pas fonctionné. En fait, ce qui se passe, c'est que les malédictions, par contre, pharaoniques, elles sont énoncées, j'en ai analysé quelques-unes, mais c'est des malédictions qui fonctionnent que pour certaines personnes. Pour nous, ça marcherait pas du tout. On a une inscription qui dit voilà, monsieur a trahi le roi parce qu'il s'est allié avec les ennemis de l'Égypte. Du coup, il est maudit pour plusieurs générations. Et dans les malédictions, c'est quoi? C'est que 1, on lui pique toutes ses ressources. 2, on lui prend sa maison. Et 3, il n'a pas d'accès au paradis. Ouais, on le punit en fait. En fait, on le punit. Ouais. Est-ce qu'on vous demande peut-être pour des documentaires ou pour des films, pour des réalisations un peu historiques, est-ce qu'on vous appelle dans ces cas-là ou est-ce qu'on fait appel à des égyptologues quand on... Complètement. Moi, j'ai travaillé pour le film dernièrement de Barbara Schulz avec Fabrice Lucchini qui s'appelle Le secret de Khéops. J'étais le conseiller scientifique. Et après, je travaille pour beaucoup de documentaires, notamment pour RMC Découverte, en tant qu'épigraphiste et historien, où je traduis les hiéroglyphes et où je lis aussi les autres langues de l'Égypte ancienne, c'est-à-dire le latin et le grec. Est-ce une bonne situation d'être scribe? Je pense que c'est en effet une très bonne situation, vu qu'on voit notamment les statues
statues de scribes, elles ont même quelques petits replis au niveau du ventre. Ils Ça mangeaient montre bien. qu'ils mangeaient bien, qu'ils étaient très contents, assez riches aussi. Surtout, ils travaillaient pas dans la terre, donc c'est une position assez sympathique. T'es un peu un scribe des temps modernes, quoi. Ouais, sauf que moi, je marche beaucoup plus. Et je fais plus de sport. Voilà. C'était super intéressant les échanges que j'ai eus, les questions auxquelles j'ai dû répondre, qui étaient toujours très pertinentes. Ça m'a vraiment fait plaisir. N'hésitez pas à me retrouver sur YouTube, Instagram, TikTok, sous le pseudo Frégiptologiste. Et en passant, n'oublie pas de t'abonner à Vive.